je suis architecte, graphiste, dessinateur de caractères typographiques. Je suis cofondateur du studio Typomorpho basé à Bordeaux. Et j'ai aussi une pratique d'enseignant à l'école d'art et du design de Toulouse. Et globalement, je m'intéresse au dessin de la lettre dans son rapport à l'architecture et à l'espace public. Et ça, on va dire d'une expression légale ou institutionnelle de la lettre dans l'espace public, comme les éléments signalétiques, typographiques, des transports en commun ou l'architecture monumentale, jusqu'aux pratiques émergentes manuscrites dans l'espace public, donc les différentes pratiques de graffiti et principalement le graffiti des noms, voilà, dans ses variantes. Et j'essaie de travailler en fait à documenter l'ensemble de ces pratiques liées à la forme de la lettre de l'alphabet latin, ses mutations dans le monde contemporain, et à peu près je travaille, je vais dire, à l'articulation des 20e, 21e siècles, donc plutôt dernier quart du 20e siècle et début du 20e siècle. Donc voilà, c'est ça mon territoire de jeu, à la fois en tant que comment dire, comme designer dans ma pratique de studio et de commande en tant que designer graphique, mais aussi dans une pratique documentaire, et notamment avec la publication d'ouvrages que j'ai mené principalement dans les années 2000, où j'ai publié différents ouvrages sur la fin des années 2000, début 2010, à savoir 3 études de cas, une sur le phénomène Pichação à Sao Paulo au Brésil, une étude sur le Cholo writing à Los Angeles, et un phénomène différent mais sur les mêmes enjeux d'écriture dans l'espace public, donc l'écriture éphémère à l'eau en Chine, une pratique qui s'appelle le Dishu, qui est une pratique très populaire en Chine depuis le début des années 90. Donc c'est les 3 publications, voilà, qui s'étalent entre 2009 et 2011. Et donc depuis de 2010 à 2020, j'ai eu avant tout une pratique de commande graphique, notamment dans la signalétique architecturale, mais aussi la conception éditoriale. Et j'ai repris à partir de 2015 des recherches et des commandes ponctuelles d'articles, de préfaces, pour différents projets ou différentes monographies, comme par exemple une des premières monographies qui est sortie sur Chas Bojorquez, le calligraphe et peintre de Los Angeles, des projets à plus petite échelle pour différents projets plus confidentiels, une production éditoriale issue du monde du graffiti lui-même, et pour réengager de manière, on va dire, plus approfondie à nouveau un cycle de recherche depuis 2 ou 3 ans qui essaie de faire un panorama des pratiques de l'écriture du nom dans l'espace public, où j'essaie de proposer un panorama, bien sûr incluant tout le phénomène new-yorkais dans sa globalisation, comme épicentre de la globalisation, mais surtout en m'intéressant à ce qui est des productions esthétiques dans le domaine du dessin de la lettre qui ne soient pas sous cette influence new-yorkaise. Donc à savoir, j'avais commencé par Sao Paulo et Los Angeles, et j'ai poursuivi avec des villes comme Tijuana ou Monterrey au Mexique, qui produisent des esthétiques, des graphies urbaines extrêmement intéressantes sur le plan de l'évolution des formes de l'alphabet latin. Donc j'essaie de traquer des innovations formelles dans cette forme archétypale de l'alphabet latin, dans son frottement avec un mode de vie contemporain qui est le mode de vie dominant, c'est-à-dire le mode de vie urbain.
Pourquoi cette passion pour la lettre? Comment ça se marie, la lettre et l'architecture? Tu as parlé de signalétique architecturale. Qu'est-ce que c'est? La signalétique architecturale, ça va de la signalétique directionnelle, par exemple, l'expérience quotidienne de millions de gens dans les transports de masse, dans les transports en commun. J'ai fait un diplôme d'architecte en fait sur une charte architecturale et graphique pour une ligne de métro. Et donc j'ai commencé à aller dans le terrain du graphisme et du dessin de la lettre en m'intéressant à la question des typographies et des polices de caractère dessinées pour les réseaux de transport en Europe et de par le monde. Et donc, à partir de cette étude initiale, par cercle concentrique, j'ai essayé de lister les différentes pratiques dans l'espace public. Et donc moi-même, dans ma pratique professionnelle de commande en tant que designer, je peux dessiner des alphabets spécialisés pour la signalétique ou dessiner des alphabets qui vont réagir à une identité architecturale. Donc notamment avec Perrine Saint-Martin, avec qui je travaille au sein du studio Typomorpho, on a fait par exemple la signalétique et une police de caractère pour le théâtre de Sénart dans le sud de Paris. J'ai travaillé aussi avec des architectes et Sam Farvéronce à Bordeaux sur la façade de l'extension de l'aéroport de Bordeaux notamment. Donc ça va de la très grande échelle monumentale jusqu'à des interventions à plus petite échelle, et donc notamment, ici on est au musée des Beaux-Arts de Nancy, sur de la scénographie d'expo. Je fais aussi beaucoup de scénographie d'expo, du cartel, les seuils d'entrée d'une exposition qui essaie de traiter, de donner en condensé, un peu comme un générique du film, de donner par le graphisme et la typographie déjà un avant-goût de l'univers de l'exposition collective ou monographique qui est présentée. Donc ça articule quand même macro et micro-échelle. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce champ-là. Et c'est vrai aussi qu'en parallèle de ce parcours académique, j'ai eu aussi une pratique personnelle à travers le milieu du graffiti des années 90, où j'étais particulièrement actif, on va dire, de 93 jusqu'à 2002-2003, donc une décade d'activité intense, en plus de mon parcours étudiant. Donc j'ai essayé d'approfondir ça. Sur la fin de mon parcours en tant qu'étudiant en architecture, où j'ai fait un parcours complet, j'ai rejoint après l'Atelier national de recherche typographique pour approfondir cette connaissance du dessin à la lettre, qui est un savoir dispensé dans assez peu d'endroits. Et j'ai poursuivi après par ce qui s'appelait à l'époque donc un DEA, une année d'initiation à la recherche, et qui était un DEA inter-école d'architecture à Paris, et qui regroupait l'école d'architecture de Paris-Belleville, mais aussi Marne-la-Vallée, l'école d'architecture et du paysage de Versailles. Donc une introduction à la recherche urbaine et architecturale, et j'étais moi-même très intéressé par toutes les questions issues de la méthodologie architecturale sur la recherche typologique, c'est-à-dire l'étude des types, l'étude des archétypes, comment des archétypes vont évoluer dans le temps, comment un archétype à la fois se constitue et évolue. Et j'ai assez naturellement réinjecté ces méthodologies dans la micro-échelle de la lettre latine et ses évolutions dans l'environnement culturel globalisé qui est le nôtre. Et donc le graffiti est un de ces phénomènes qui ont participé à la globalisation de l'alphabet latin depuis l'épicentre new-yorkais et d'autres phénomènes qui se construisent sur un autre plan esthétique, mais qui utilisent aussi la lettre latine. Et notamment, cette espèce de projet qui a un pas de côté, donc le projet d'Ishu en Chine, je l'ai abordé sous un autre angle, n'étant pas du tout spécialiste de l'écriture chinoise, de l'art de l'écriture chinoise, qui est
qui est un monument dans l'histoire de l'humanité, qui est un monde extrêmement complexe, qui se développe sur plus de 4000 ans. Là, je m'étais plutôt focalisé sur les outils. Donc je m'intéresse aussi beaucoup aux outils de dessin et aux outils artisanaux conçus par les gens pour l'espace public. Et donc cette dimension artisanale de la création d'outils d'écriture en rapport avec la monumentalité et le grand format m'intéresse beaucoup aussi. Mais à t'entendre, on croirait que c'est une recherche purement esthétique qui t'intéresse, alors qu'en fait, si on creuse, en allant un peu plus loin, quand tu parles de lettres, on a la sensation que c'est la forme de la lettre qui t'obsède. Est-ce que c'est aussi ce que les lettres font aux gens dans l'espace public ? C'est vrai que je parle en tant que dessinateur et j'essaie aussi de contrebalancer ce qui a été pendant très longtemps une dominante dans la description des différents phénomènes de graffiti, à savoir une approche sociologique. Et il y a eu des ouvrages très importants, notamment je pense à Getting Up de Greg Castleman ou Taking the Train par Joe Austin, qui ont permis aussi à des générations d'Européens de découvrir de manière très précise et complémentaire d'ouvrages de photographes comme Henry Chalfant avec Style Wars, etc. Qui ont permis de découvrir une première étape d'une recherche poussée du monde académique sur ces phénomènes émergents. Et le problème, c'est qu'il y a eu une trop grande emphase de cette approche sociologique. Et lorsque je publie et que je lance ma première recherche sur Sao Paulo, où personne d'autre n'avait travaillé à cette époque-là, je pars à Sao Paulo en 2004, personne n'avait travaillé sur ce territoire. Je pars avec l'idée de montrer un nouveau phénomène qui soit aussi éloigné que possible du dogme esthétique new-yorkais et en même temps de renouveler l'approche méthodologique, de regarder ça en fait de point de vue de l'histoire des formes calligraphiques et typographiques et en quoi ces imaginaires typographiques vont influencer des cultures très différentes de par le monde. Donc c'est vrai que quand je publie mon premier bouquin, je fais le bouquin dont j'ai toujours rêvé en tant qu'adolescent fasciné par les pratiques de graffiti, à savoir qu'on m'explique déjà précisément la forme et ce qui est en jeu en termes de gestes, ce que les calligraphes appellent le ductus, la décomposition des gestes, leur nombre, leur ordre d'apparition, comme une conversation entre dessinateurs ou entre designers. Donc ça, c'était la première étape. Et donc je ne nie pas du tout la dimension sociale et le bien fondé d'une approche sociologique, mais il y avait un vrai besoin en fait de contrebalancer. Donc effectivement, je suis un grand formaliste et il me semble que c'est ce qu'amène on va dire un point de vue d'architecte ou de designer graphique, c'est de parler de la question du comment. Comment on fait les choses, comment nous dessinons, quel est notre rapport à l'espace. Et en fait, cette question du comment en dit plus sur nous-mêmes et sur notre identité que parfois le contenu de l'inscription. C'est un peu mon hypothèse de travail. Et donc cette philosophie-là, elle vient à la fois de l'architecture et aussi beaucoup des gens que j'ai pu croiser à l'atelier national de recherche typographique ou de lecture de gens comme Gerrit Nurdzij, un calligraphe et un dessinateur de caractères hollandais, qui a un peu révolutionné l'histoire de la typographie, de la calligraphie sur le dernier quart du XXe siècle et qui est un élément méthodologique important pour moi. Donc c'est croiser à la fois ce regard typomorphologique de l'architecture avec la micro-échelle, on va dire, presque une paléographie contemporaine. Enfin, ça ne fait pas de sens, paléographie contemporaine, mais c'est ça, c'est travailler comme une espèce d'épigraphe du temps proche. Parce qu'effectivement, cette question du comment, pour le commun des mortels, peut-être que la typographie ou l'histoire graphique est quelque chose d'un peu ésotérique, mais est peut-être un peu trop basé sur comment on dessine une lettre, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
cette question du comment, ce n'est pas uniquement comment on dessine une lettre, mais c'est comment le corps se met en œuvre pour dessiner cette lettre. Oui, il y a un rapport, effectivement, dans toute écriture monumentale qui sort de l'espace de la page. On travaille avec l'ensemble du corps et j'ai aussi beaucoup travaillé en tant qu'architecte sur cette question de l'espace et j'ai travaillé en décrivant la façade architecturale en fait comme une espèce de formulaire d'inscription en attente et donc j'ai essayé de décrire toutes ces postures du corps le corps comme outil d'écriture dans son ensemble. Et c'est vrai que aussi, en tant que graphiste, le travail en tant que graphiste, c'est aussi, par rapport à cette forme de la lettre, c'est manipuler des imaginaires inconscients et des stéréotypes très ancrés dans les différentes sociétés, c'est-à-dire tout publicitaire ou marketing ou designer travaillant pour des projets d'utilité publique, c'est cela, c'est-à-dire il sait très bien qu'en utilisant une forme typographique précise, il va déclencher de manière inconsciente chez le lecteur, chez le regardeur, quelque chose. Et être graphiste, c'est ça, c'est être en capacité de connaître suffisamment bien une société pour en manipuler les stéréotypes visuels du plus grand nombre ou d'un segment plus resserré dans cette société donnée. Et la typographie est un espèce de médium invisible, mais extrêmement important dans la définition d'une atmosphère graphique finalement omniprésente dans une société. Et donc moi-même, je me suis intéressé à ça, c'est-à-dire que quand je fais mon diplôme d'architecte sur la question de la signalétique des transports en commun, donc principalement du métro, on est dans une situation où l'ensemble des systèmes de transport de masse, qu'on soit à Singapour, à Tokyo, à New York, à Paris, tout le monde utilise la même typographie, l'Helvetica. Et dans les années 90, de manière très intéressante, il y a un mouvement où, même dans cette signalétique extrêmement fonctionnelle, directionnelle, qui peut sembler très aride, très sèche, que personne ne regarde, les décideurs urbains commencent à avoir une demande identitaire. Et plusieurs villes vont faire des commandes à des concepteurs de caractère typographique pour sortir de cette esthétique par défaut qu'est l'Helvetica, dans lequel tout le monde a baigné depuis la fin des années 60-70 dans une globalisation accélérée, commerciale, à partir des années 60. Et il y a une demande de plus en plus consciente, à un moment donné, d'arriver à respécifier une identité culturelle, géographique et locale d'une métropole donnée. Donc c'est comme ça que j'initie et j'ai posé la même grille de lecture dans ce que j'essaie de présenter dans le panorama des pratiques de graffiti, des pratiques manuscrites illégales dans l'espace public, c'est-à-dire l'écriture permettant de poser une identité visuelle de la grande ville, de la métropole. Et donc cette analyse de la forme, elle est extrêmement importante pour moi, elle est sous-représentée, je pense, dans le champ des sciences humaines, et en tant qu'architecte, dessinateur de caractère typographique, moi ce qui m'intéresse, le lien, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'on doit déjà décrire l'espace, c'est notre premier devoir, c'est notre première chose à faire. C'est-à-dire que les gens ne voient pas forcément les rapports d'espace, les rapports de proportion, etc., qui constituent notre rapport au corps humain. Et donc, ma recherche, elle est basée sur le dessin, sur une attitude descriptive par le dessin. Je dirais que d'abord, je vais d'abord dessiner des situations et je vais écrire à partir de tout ce que j'essaie de mettre en place dans des diagrammes analytiques. Donc, je réfléchis à partir de l'espace, que ce soit de l'espace de la lettre et les micro-échelles des questions rythmiques, calligraphiques ou typographiques, ou à la très grande échelle architecturale et urbaine. Ce lien, pour moi, c'est l'espace. Et donc, c'est l'enseignement que j'ai reçu en tant qu'étudiant en architecture, où la spécificité de l'architecte et du concepteur en général, c'est de savoir maîtriser le vide, les espaces. Le vide est
est un espace actif, que ça soit dans l'espace de la page ou dans l'espace de l'architecture. Et donc, je pense que cette vision-là est sous-représentée, et donc c'est un peu mon ambition à ma petite échelle, avec les conditions de recherche qui sont les miennes, voilà, où j'essaie de traiter de cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple quand tu dis le vide est actif? Comment tu expliques ça à tes étudiants? C'est le passage, on va dire, que ce soit dans l'architecture ou dans la composition typographique, dans une conception de livre, d'un passage symétrique centré à un espace qui devient dynamique et asymétrique dans les expérimentations des années 20 et 30 dans les différentes avant-gardes européennes, et après une rencontre du système asymétrique et symétrique qui se refait notamment voilà, immédiatement dans l'après-Seconde Guerre mondiale, qui fait une synthèse de ces choses-là, aussi dans le... voilà, ça va de l'espace pictural de Mondrian jusqu'à la conception du livre. Donc c'est cette question de la pensée de l'espace, quelle que soit son échelle, elle fait le lien avec, je dirais, une vision large de la figure du concepteur et du designer, qui irait voilà, du dessin de la lettre, la mise en espace du langage jusqu'à l'architecture. Et tu parlais tout à l'heure de questions de globalisation qui concernent quand même aussi le graffiti new-yorkais. Mais en général aussi, tu parlais de la question de la pardon, avec le bruit de fond, je me suis distrait. Non, mais tu parlais aussi des questions de conditions de travail. Et au fait, la chose qui est exceptionnelle avec tes livres, c'est que, pour moi en tout cas, ils ont figuré un petit peu comme des cas à part dans le champ bibliographique. C'est-à-dire que ça a été des outils de pensée, de recherche qui ont été fabuleux, qui s'adressent à la fois à un public de connaisseurs et de passionnés de graffiti, et à la fois à des chercheurs, en tout cas des profils qui questionnent, on va dire, des questions architecturales, de typographique, et donc cette multiplicité de points de vue était vraiment fantastique. Ils figuraient à l'époque comme un peu des cas isolés d'un point de vue bibliographique. Est-ce que, déjà, dans les conditions de réalisation de ces livres, est-ce que ça a été vraiment est-ce qu'il y a eu une certaine solitude en tant que chercheur intéressé par ces questions, et d'un point de vue aussi voilà, de la continuité, est-ce que cette solitude est toujours d'actualité, ou est-ce qu'en tout cas tu as vu émerger une vraie attirance de la part des chercheurs qui ont un profil comme le tien vers les questions des écritures manuscrites dans l'espace public, et pas simplement vers les écritures, on va dire, typographiques, codifiées et déjà bien définies? Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, oui, il y a une grande solitude, dans le sens où même déjà sur la fin d'un parcours académique, je connaissais déjà le phénomène de Sao Paulo, et j'avais essayé d'intégrer, notamment donc, dans des post-diplômes ou dans mon DEA d'histoire architecturale et urbaine, j'avais essayé de présenter ce projet, mais qui n'avait pas reçu grande réception. Et donc je l'ai porté seul, en dehors de toute institution, subvention ou cadre de type école doctorale. C'est vraiment une recherche que j'ai portée par moi-même, dans une certaine enthousiasme, obsession qui est la mienne dans ma propre démarche. Et j'aime beaucoup l'exercice documentaire parce que c'est un exercice total, c'est-à-dire c'est un exercice d'immersion dans le terrain, c'est un exercice photographique. J'ai une assez grosse pratique photographique, une activité d'interview des acteurs sur le terrain, un gros travail d'analyse et aussi de relever par le dessin sur place, et aussi une analyse de mes propres photos par le dessin et par des relevés architecturaux, et notamment par tout un travail sur des diagrammes qui précisent les enjeux d'espace. Une fois que ce travail est fait, il y a un travail d'écriture, un travail de mise en page,
le premier ouvrage publié, voilà, c'est un peu comme quand un groupe il publie son premier album. Il met un peu, c'est comme si c'était le premier et le dernier. Donc on essaie de tout faire, on essaie de tout faire bien, le mieux possible, dans une certaine obsession et passion. Et donc on veut garder un contrôle total de l'objet. Donc pour moi, c'était très important pour moi de le mettre moi-même en page, de penser la conception éditoriale, l'ordre des photos, leur rapport au texte, la construction typographique, le choix d'une typographie précise, de participer à la production, de participer aux enjeux de diffusion, de montage de projet. Et donc ça, voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce projet documentaire et de conception éditoriale et qui va jusqu'à la fabrication est un projet total et qui n'est pas le profil classique d'une recherche académique où cette question de la mise en forme de la recherche est souvent transmise à une autre équipe, à d'autres individualités. Et donc ça aussi, c'est parce que j'ai pu bénéficier d'un double parcours, c'est-à-dire à la fois une formation en tant qu'architecte, une initiation à la recherche, et une formation de graphiste typographe très poussée qui me permet de maîtriser l'ensemble des enjeux formels de la conception éditoriale. Et donc j'ai pu, à travers ce premier projet et les deux suivants, maîtriser de quoi on parle, comment on en parle, comment on l'analyse et comment on le montre. Et je connais d'autres personnes qui ont cette démarche-là dans d'autres champs, qui ont été aussi des étudiants-chercheurs avec moi à l'ANERT. Je pense notamment à Paul Palacios d'Alens qui a sorti un ouvrage très intéressant sur le rapport de Jean-Luc Godard à la typographie, dans son rapport aussi familial à Maximilien Vox, et qui a une démarche similaire de construction du projet jusqu'à sa mise en forme et à sa diffusion. Mais c'est vrai que je pense que c'est un cas très rare. Et là, il y a toujours une solitude aujourd'hui, dans le sens où, même pour les deux ouvrages suivants que j'ai pu mener, je n'ai pas bénéficié d'un cadre institutionnel ou de recherche académique. L'ouvrage sur la Chine, l'ouvrage documentaire sur la Chine a quand même bénéficié d'une subvention ça s'appelait à l'époque Culture France, hein, la partie de diffusion culturelle du ministère des Affaires étrangères françaises, qui était une petite bourse pour un voyage d'études et qui a simplement permis la première partie du voyage, c'est-à-dire l'immersion et le travail de terrain et un long travail de photographe sur 2-3 mois sur place en Chine. Mais voilà, c'est ce qui fait l'intérêt, je pense, de cette démarche. Quand on est réellement passionné par un champ, on ne se pose pas forcément des questions de moyens, etc. On fonce, les choses viennent en avançant. Mais la solitude, je la ressens effectivement toujours aujourd'hui parce que la constitution d'un espace de recherche soutenu publiquement, notamment dans les écoles d'art et de design publiques en France, n'existe pas réellement. Il n'y a pas encore à ce jour de troisième cycle réel avec un soutien des acteurs de la recherche et des enseignants en école d'art et de design publique en France. Donc c'est vrai que ça reste très fragile. Ça reste lié à des parcours éminemment individuels et des enthousiasmes sur un temps qu'on peut porter à l'échelle d'un individu. Et c'est vrai que après 2011-2012, j'ai fait une grande pause dans la recherche parce que j'ai dû, pour des questions financières, reprendre des commandes graphiques, fonder un studio de commandes graphiques, etc. Et donc j'ai quasiment fait une pause de presque 10 ans dans la recherche par rapport à la fragilité de ces conditions matérielles. Parce que quand tu parles de soutien financier. Oui. Et du coup, comment ça se structure dans ce désert économique? Comment tu fais un livre?
Le premier livre que j'ai publié, en fait, Pichaça Sao Paulo Signature, mon premier ouvrage publié, a été soutenu par le milieu du graffiti français. C'est-à-dire qu'il est entièrement soutenu par une structure qui s'appelait XG Press à l'époque, et donc qui a bénéficié en fait de tout ce qui était l'économie naissante du graffiti, toute l'économie de la vente des bombes de peinture, du matériel dérivé, etc., du monde de graffiti. Et donc j'ai pu bénéficier en fait d'un soutien, et on a réussi à publier un premier ouvrage en français et en anglais, à 4000 exemplaires au total, donc quand même un tirage à 3000 exemplaires en anglais et 1000 exemplaires en français, ce qui est quand même un tirage important pour de la recherche en sciences humaines. Et après, j'ai initié une relation au long cours avec l'éditeur Document Press, basé à Stockholm, et qui eux-mêmes sont à la croisée du monde du graffiti et du champ académique, et qui produisent une dizaine d'ouvrages à l'année de différents statuts, mais chaque année, ils publient 2 à 3 ouvrages de recherche très pointus, un peu des projets suicidaires sur le plan financier pour un éditeur. Et donc voilà, j'ai entamé une relation de confiance au long cours avec la maison d'édition suédoise Document Press, qui fait un remarquable travail de structuration de ce champ-là dans une exigence réelle. Mon deuxième ouvrage, méthodologiquement, je fonctionne pareil. C'est moi-même qui fais la mise en page. Et le deuxième ouvrage, Slow Writing, j'ai pu bénéficier de conditions optimales parce que l'ouvrage est imprimé et relié en Suède avec un papier qui est fait en Suède. C'est un très bel ouvrage en termes de conception de livre. Et donc voilà, c'est constitué petit à petit. Je me suis inscrit dans un réseau européen avec des petites poches d'exigences, en général plutôt portées par des gens issus du milieu du graffiti, qui avaient eux-mêmes en parallèle un parcours académique de recherche et qui avaient besoin d'aller au bout de leur questionnement, à la fois en parlant à partir de la pratique, en étant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et en se donnant aussi les moyens d'avoir suffisamment de recul par un parcours académique pour avoir une méthodologie d'analyse rigoureuse pour défendre ses pratiques et ne pas enfermer ses pratiques dans simplement des choses un peu vernaculaires ou adolescentes, ou simplement de culture populaire un peu séduisante, facilement récupérable pour dans une économie des cultures de la jeunesse, de la musique et tout ce qui gravite autour, par exemple. Donc voilà, c'est constitué en Europe un petit réseau de gens, je dirais, de ma génération, qui sont nés au milieu des années 70 et qui ont essayé de porter une exigence en tant que chercheur indépendant, entre guillemets, en s'autoproduisant beaucoup. C'est des gens qui sont aussi issus du monde du fanzine. Moi, j'étais proche des cercles qui, à Paris, portaient le fanzine Explicit Graphics, et Document Press, donc, qui était le magazine Underground Production, très importante aussi dans la structuration de la scène scandinave et de l'enregistrement du monde du graffiti. Et donc c'est une école habituée à l'autoproduction, qui n'est pas forcément habituée à courir les subventions, et s'il y a des subventions, tant mieux. S'il n'y en a pas, on s'organise pour se donner les moyens de publier un niveau d'exigence suffisant. Et à 10 ans d'écart, on va dire, de tes publications, et en même temps de ces autres publications menées par d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition, quelles sont selon toi les retombées, en tout cas dans ton champ de recherche de ces publications, et en même temps, a priori, est-ce que tu pourrais aussi définir, on a parlé de Pichaça, on a parlé de Slow Writing, on a parlé de Dishu,
tout le monde ne connaît pas forcément voilà, la nature de ces écritures. Est-ce que tu peux déjà commencer par définir rapidement Je vais commencer par la réception, peut-être rapidement, et après détailler chacun des territoires de travail et ce que ça représente. Donc moi-même, je suis inscrit, comme j'ai dit, dans une pratique d'enseignant, plutôt dans le monde du design, et j'ai d'abord présenté ce travail beaucoup dans le champ spécifique du design graphique et de l'histoire de la typographie. Donc des gens qui sont spécialistes de l'histoire de la forme de la lettre. Et donc il y a une très bonne réception dans ce champ-là, parce que il y a eu l'acceptation d'une... l'illégalité ne posait plus problème, on parle d'évolution de forme, et donc il y avait acceptation de dire, même si l'illégalité est constitutive de ces formes, et l'illégalité, la rapidité d'inscription et le côté rugueux de l'espace public permet une innovation formelle, on était dans une communauté de pensée, et donc voilà, très vite j'ai eu des très bons retours de ce domaine-là. Et après, de manière plus lente, il y a eu un second niveau de reconnaissance et d'invitation sur des endroits, sur des festivals estampillés culture urbaine, ou même parfois des musées de beaux-arts régionaux avec des publics et des profils plus âgés. Mais voilà, petit à petit, ça a infusé au-delà du champ spécifique du design, ou des gens qui s'intéressent à l'épigraphie. Et peut-être pour pas que les choses soient abstraites, et de mieux présenter ce qui sont ces objets, finalement, ces formes que j'ai documentées. Donc il y a à Sao Paulo le phénomène Pichação à Sao Paulo, qui est une écriture, on va dire, de recouvrement architectural fabuleuse. C'est une pratique qui commence au début des années 80. Donc on parle de Pichação parce que ça vient de picher. Le mot vient en fait de toutes les écritures qui étaient faites avec du goudron. Et donc aussi au départ des écritures, des slogans politiques, notamment contre la dictature brésilienne, des slogans aussi poétiques ou militants. Cette appellation d'écriture au goudron, Pichação, va être le mot qui va rester pour décrire ces pratiques du graffiti des noms à Sao Paulo. Et il y a une invention formelle vraiment, peut-être pour moi, c'est le phénomène d'écriture et d'évolution de la forme de l'alphabet latin la plus importante, c'est à Sao Paulo. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la transcription, dans la traduction de modèles formels très anciens européens, notamment un mix entre la capitale romaine, les écritures étrusques ou runiques et aussi la lettre gothique. C'est un mix d'esthétique européenne qui s'est transmis en fait dans les années 80 via des pochettes de disques, et notamment des pochettes de disques issues du heavy metal, qui vont être traduits avec un outil spécifique, le rouleau. Très peu de bombes de peinture aérosol de qualité au Brésil, et donc on vient peindre directement avec un rouleau, avec donc du goudron, voire même de la terre, ou de la peinture acrylique, de la peinture en bâtiment classique. Donc c'est une formidable invention d'un alphabet extrêmement étroit, basé sur des mouvements plutôt verticaux, une écriture où il n'y a quasiment jamais de traits horizontaux, où on est avant tout sur une emphase verticale, une écriture condensée, pensée pour un titrage architectural en fait, et un recouvrement fabuleux de la ville. Ma deuxième étape de travail a été ce qui est la plus ancienne des écritures urbaines au XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le Cholo writing, qui est une écriture extrêmement communautaire, collective, par et pour le quartier, une espèce de signalétique identitaire de la communauté Chicano, et donc c'est un phénomène qui commence dès le début ou le milieu des années 30, donc un phénomène très ancien qui se... À Los Angeles, pardon.
et donc qui se transmet, voilà, qui est un phénomène qui a quasiment 80 ans aujourd'hui et qui se transmet de génération en génération avec là aussi une culture savante du signe. On n'est pas face à un phénomène d'écriture vernaculaire, on est dans des gens, des groupes sociaux qui ont une culture calligraphique très importante et qui est transmise de génération en génération au sein de la communauté mexicaine, puis central-américaine de manière plus large, le Honduras, le San Salvador et toutes les communautés hispaniques à Los Angeles et en Californie du Sud. Et eux-mêmes travaillent sur, on va dire, une lettre gothique filaire, qui est une expression là aussi directe d'une transmission de la lettre gothique européenne, ce qu'on appelle l'esthétique rotunda, qui a survécu beaucoup plus longtemps sur la péninsule ibérique, et donc qui était une esthétique dominante des livres imprimés donc en Espagne, et donc en Espagne le centre principal de production de livres était Séville, et les premiers imprimeurs espagnols qui montent leur premier atelier typographique à Mexico, naturellement partent avec ces modèles de lettres rotunda, et aussi très présente dans la peinture religieuse espagnole qui va se diffuser au Mexique. Donc on est vraiment sur une histoire de la globalisation pas du tout ancrée qu'au XXe siècle, c'est-à-dire que je regarde cette histoire de l'écriture dans des temporalités très très longues, et cette écriture gothique va devenir en fait une représentation de l'identité mexicaine même, dans l'expression de cette fierté mexicaine dans la société blanche américaine, dans la société WASP américaine. Les Mexicains se représentent assez étrangement eux-mêmes par une lettre issue qui vient par les conquistadors espagnols. Donc il y a des renversements comme ça, de situations identitaires à travers cette brique minimale qu'est la lettre. Et donc voilà, après j'ai travaillé sur cette esthétique très particulière qui survit encore aujourd'hui dans les rues de Los Angeles. Après j'ai travaillé donc sur le Dishu en Chine, qui est une pratique, comme j'ai dit, qui commence au début des années 90, qui est une pratique, contrairement à ces différentes pratiques de graffiti illégaux, qui n'est pas une pratique de graffiti des noms, on est plutôt sur une pratique littéraire, poétique, d'écriture dans l'espace public de très longs textes, de littérature classique chinoise, de poèmes Tang ou de dynastie Tang ou autre, sans pigments, c'est-à-dire on est à l'eau sur le sol. Et c'est une pratique qui commence au début des années 90 à Pékin et qui s'est répandue dans l'ensemble de la Chine. Et c'est une pratique socialement extrêmement respecté. C'est-à-dire que c'est très intéressant dans la société chinoise. Si vous êtes un calligraphe, vous avez un très grand respect social de la part des autres. Et ça existe encore à l'échelle mondiale, ça existe encore au Moyen-Orient et en Chine. Vous êtes un grand calligraphe en Iran, vous avez la meilleure chambre dans l'hôtel quand vous descendez à l'hôtel. Et donc voilà, c'est très rare. Et donc la culture calligraphique, contrairement à l'Europe, où nous n'écrivons quasiment plus à la main, et où nous sommes dans une civilisation du clavier, en Chine, il y a encore, la culture calligraphique est vivante, elle fait partie des conversations quotidiennes des Chinoises, et ils sont capables de parler de la qualité d'une courbe, comment un signe se dessinait il y a 1500 ans, il y a 500 ans, quelle est son évolution, comment on le dessine aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est des débats fabuleux pour un dessinateur et un documentariste de la forme de la lettre comme moi, d'être dans une société où le dessin de la lettre est est un sujet quotidien d'intérêt. Et aujourd'hui, comme j'ai dit au début, j'ai essayé d'ouvrir ma pratique. Pendant longtemps, en fait, j'ai essayé de documenter uniquement les pratiques émergentes qui étaient, on va dire, séparées et qui arrivaient à avoir une identité graphique autonome face au phénomène new-yorkais. Et j'ai pris le temps, en fait, ces dernières années, de refaire une analyse du phénomène new-yorkais, d'appliquer ma méthodologie de description par le diagramme et notamment du rapport du corps humain avec
le wagon de métro, qu'est-ce que ça produit en termes d'échelle de signes, de gestes. J'ai vachement travaillé sur ce qu'on appelle les throw-up, les lettres bulles, c'est-à-dire penser la lettre comme un contour et comment on va dessiner le plus vite possible ce contour. Donc là aussi, c'est une écriture qui va développer une efficacité urbaine typique du XXe siècle, recouvrir le plus possible avec le moins de peinture possible et le moins de temps possible. Donc je suis dans cette recherche comme ça, on va dire basée sur l'efficacité du geste, comment dire aussi la ligne de moindre résistance, c'est-à-dire quelles sont une ergonomie du geste à l'échelle de l'espace urbain et de tous les objets, de toutes les infrastructures et des objets de cette infrastructure. Donc je me suis enfin permis d'analyser à nouveau le phénomène new-yorkais pour l'intégrer à ce panorama global comparatif. J'ai travaillé aussi sur les tall hands et les wickets, qui sont deux styles très importants de l'écriture des noms à Philadelphie. Et en ce moment, je m'intéresse surtout à deux villes mexicaines, donc les ganchos de Monterrey, qui sont des monogrammes, des espèces de logotypes basés sur une ou deux lettres, et qui sont étendus à l'infini à l'échelle des grands hangars suburbains qui définissent cette urbanité mexicaine contemporaine, et à la ville de Tijuana, où il y a un peu comme à Sao Paulo une pratique d'escalade des façades architecturales et notamment une hiérarchie de l'inscription urbaine qui se fait par rapport au sommet de la façade, où on va y avoir une prise de risque extrême du corps du scribe dans essayer d'inscrire son nom le plus bas possible depuis le sommet du toit, en étant simplement accroché avec une cheville et une main à ce rebord de toit, et qui est une pratique extrêmement impressionnante. Qui a développé là aussi dans cette contrainte du corps, dans le rapport à l'architecture, une graphie particulière. Et donc l'idée, c'est d'arriver toujours à partir de cette forme archétypale de la lettre latine, de voir où est l'innovation formelle aujourd'hui. Et l'innovation formelle aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas forcément dans la création typographique pour la publicité ou la communication de masse ou que sais-je. J'ai l'impression que ce qui se passe là est le seul endroit de survie de l'écriture manuscrite. C'est-à-dire, j'ai l'intuition, mon hypothèse de travail, c'est de dire l'espace urbain est peut-être le dernier lieu où l'écriture manuscrite va perdurer, dans le sens où tout le monde a une imprimante A4 à la maison. La question de l'écriture à l'échelle domestique, elle est résolue via nos écrans tactiles de téléphone, via nos claviers d'écran, on a tous une imprimante à la maison. Et donc le besoin de gestes, il ne se fait qu'à partir d'une certaine échelle. Quand on sort de l'échelle du papier et qu'on a besoin de faire une affiche qui a une certaine taille, qu'on a peu de moyens et qu'on a besoin d'une signalétique urbaine artisanale. Et donc, j'essaie de documenter toutes ces pratiques de survie du geste manuscrit dans l'espace public principalement. Alors, j'ai l'impression de voir apparaître un nouveau triptyque de livres qui vont apparaître, j'espère, dans les années à venir. Mais moi, j'ai une question qui concerne au fait, justement, on parlait d'ordinateur. C'est curieux, en fait, de voir cette apparition de forme d'écriture manuscrite dans l'espace public, pile poil au moment, en fait, où surtout dans le monde occidental, pile poil au moment où on voit l'apparition des ordinateurs et donc la société occidentale et pas que commence à abandonner l'écriture manuscrite. Mais ce que je me demande, c'est d'où naît, en fait, que ce soit New York, Tijuana, Sao Paulo, la Chine, comme tu disais aussi avec le Dishu, pourquoi, au fait, on assiste dans la deuxième moitié du XXe siècle à ces besoins multiples d'écrire dans l'espace public de la part de la société du XXe siècle. Est-ce que tu t'es jamais posé cette question-là? Est-ce que ça apparaît au XXe siècle ou est-ce que c'était déjà présent dans le monde d'avant et qu'on a juste perdu les traces ou on n'a pas encore suffisamment regardé ce qui se faisait auparavant? Non, l'écriture du nom dans l'espace public et sur des monuments
elle est constitutive de l'homme à travers l'histoire. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi à des travaux d'égyptologues qui vont parler de comment les scribes, une fois leur travail sur papyrus fait, les scribes étant les premiers visiteurs de certains temples, eux-mêmes, avec leur calame, laissaient leur nom ou des messages en écriture hiératique à côté de l'écriture hiéroglyphique. Et donc il y a une pratique qui est assez documentée, hein, qui est assez connue chez les paléographes et les épigraphistes. Il y a une pratique aussi d'écriture du nom dans l'espace public romain, il y a des recherches là-dessus en cours à Pompéi, etc. Et donc, cette pratique de l'écriture du nom dans le rapport au monument, il y a des lieux partagés, elle est très ancienne. Donc moi, je me fais spécialiste d'une apparition d'une efficacité urbaine du signe typiquement fin XXe siècle. Mais l'écriture a un très long dialogue avec l'architecture en Égypte, dans la cité grecque, dans la cité romaine, etc. Donc je pense pas créer quelconque nouveau territoire de recherche. Enfin, c'est vraiment ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est peut-être faire le lien entre différentes situations. C'est-à-dire que, la Chine et le Dichou, c'est quand même très particulier parce que l'écriture chinoise a une histoire ininterrompue, esthétique, de 4000 ans, avec la profondeur d'un savoir. Voilà, j'ai un peu refusé de mettre les doigts dedans parce que je ne suis pas assez spécialiste de cette histoire-là. Sur l'alphabet latin, donc j'essaie de faire le lien entre New York, Sao Paulo, Los Angeles, Sao Paulo. On peut faire le lien aussi par une pratique aussi de changement de nos outils d'écriture donc notamment je pense à l'impact du bic et du feutre rond comme outil d'écriture dominant à partir des années 1960 et donc tout ce qui est le changement de notre rapport à l'écriture et plus largement au dessin dans la disparition d'outils qui ont fondé l'histoire de l'écriture. Donc je pense à la plume plate ou la plume pointue qui était donc constitutif des contrastes, des rapports des traits fins et épais, du plein et du délié comme on dit en français. Et donc cette culture du contraste dans l'outil d'écriture qui est constitutive de l'écriture depuis le calame égyptien, on va dire, ou la spatula, le pinceau plat romain qui fonde l'esthétique de l'écriture monumentale romaine, elle disparaît, cette culture du contraste calligraphique disparaît au profit d'outils qui produisent une esthétique filaire où le rapport de friction avec le support disparaît et ça produit une glissance, j'emploie le terme de glissance dans un rapport où c'est des écritures où la friction avec le support est totalement négligeable et donc il y a une espèce comme ça de libération du geste mais qui pose d'autres problèmes de dessin. Donc moi j'essaie de décrire en quoi cette civilisation du bic, elle a, que ça soit à New York, à Sao Paulo, etc., elle a plutôt mis en place une culture de la structure et du squelette de la lettre en s'affranchissant du contraste. Donc tout ce que je décris en fait c'est la traduction de modèles historiques, comment des modèles historiques ont revécu un moment cursif et des gens ont essayé de redessiner ces modèles-là qui étaient basés principalement sur la brosse plate et ils ont essayé de le reproduire avec un feutre rond ou un bic. Et donc l'innovation formelle, elle se fait dans parfois cette incompréhension de l'histoire calligraphique et dans un passage à l'échelle monumentale. Sur la question du pourquoi apparaissent ces pratiques dans la métropole, dernier quart du XXe siècle, cette question a été largement traitée. Donc, tout à l'heure, je parlais de Greg Castleman, Joe Austin sur la description du phénomène new-yorkais. Voilà, la dimension sociologique, elle est indéniable et je dirais le travail a été fait.
et c'est pas mon travail. Et c'est vrai qu'il y a dans la condition de vie métropolitaine, c'est-à-dire que le fait de vivre dans une grande ville, le fait de rentrer dans une culture urbaine de masse, une communication de masse, etc., cette espèce de changement quantitatif de fait de vivre dans une société urbaine va avoir des changements qualitatifs au niveau de la communication. Et du coup, ça a été très très bien décrit, même je pense à un texte de Georg Simmel, un philosophe et sociologue allemand, qui a aussi après beaucoup influencé l'école de Chicago en recherche sociologique, etc. Donc Georg Simmel a publié un essai, un petit essai très important qui s'appelle Métropole et mentalité, où il est le premier à décrire qu'est-ce qui se passe dans les relations interhumaines quand on vit dans une grande métropole. Qu'est-ce que ça amène qualitativement dans les rapports humains. Et donc pour moi, ce travail-là a été fait, c'est-à-dire tout cet écrasement de l'individu dans la société de masse, un urbain répressif, etc., une culture d'uniformisation. Je parlais aussi du rapport tout à l'heure de la police de caractère Helvetica dans son rapport à la signalétique urbaine et architecturale, etc. Donc il y a eu un très grand moment d'uniformisation des modes de vie. Et donc je pense qu'il y a un espèce de retour, de survie du geste, plus ou moins, plutôt inconscient, comme ça, une espèce d'explosion, de retrouver une dimension individuelle dans ces espaces fondamentalement sous surveillance. Et donc, j'en parle assez mal, c'est-à-dire que c'est pas mon propos, et voilà, j'ai cité quelques auteurs qui en parlent très bien. Et peut-être celui qui en parle le mieux, je dirais, c'est Jean Baudrillard dans son bouquin L'échange symbolique et la mort. Il faut relire Cool Killer ou L'insurrection par les signes, qui est un texte, je crois, écrit en 71 par Baudrillard, vivant à l'époque à New York, qui voit ce phénomène du graffiti des noms, ça, boum, exploser dans la ville de New York, où il voit cette révolution communicationnelle qui fait que les transports de masse deviennent un support de communication, et donc il voit, c'est ce qu'il appelle des signes vides, des signifiants vides débouler dans la ville, faite de signifiants pleins, et du coup, c'est le mieux à même de décrire en quoi ce graffiti des noms, en quoi ces signes vides sont une insurrection plus importante qu'un slogan politique avec une inscription qui fait sens, qui s'inscrit dans un rapport social évident, direct et de lecture d'un contenu. Et donc voilà, je n'ai pas envie de paraphraser Baudrillard, qui a fait, je pense, peut-être la description la plus juste de ce phénomène. Et celui qui en a très bien parlé aussi, c'est Norman Mailer, dans son texte La religion du nom, qui est pour moi un titre très important, et c'est un peu ça, hein, c'est très bien décrit. Moi, j'essaie toujours de parler de graffiti, des noms ou de tags, parce que je ne parle pas de tous les phénomènes de graffiti, et donc cette appellation graffiti des noms ou écriture du nom dans l'espace public me semble beaucoup plus précise et beaucoup plus juste, et donc elle me semble préférable. Et voilà, Norman Mailer, dans ses entretiens avec des jeunes writers de New York, fait un formidable travail, lui aussi, de décrypter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décrypte d'abord quel sens ça a pour les gens qui ont cette pratique. Et la religion des noms, qui donne le nom à l'essai, je crois qu'elle est donnée, cette expression apparaît dans un échange qu'il a avec un jeune tagger. Et il se dit oui, c'est ça. C'est ça le titre de mon essai, c'est ça ce que je veux dire. Et il le fait remonter. Donc voilà, entre Baudrillard et Norman Mailer, que j'ai lu étudiant,
il me semblait impossible pour moi de dire quelque chose de plus pertinent. Et moi-même, ma formation, c'est le dessin, c'est l'espace. Et donc, j'ai essayé de parler depuis l'endroit où il me semble que j'ai le plus de légitimité, parce que il me semble qu'il faut un minimum de participation pour sentir. Et moi, ma participation, c'est en tant que pratiquant de l'espace et du dessin. Et donc, ça me semblait je ne me suis même pas posé la question, ça me semblait le plus légitime être conscient de ce point de vue-là. Il s'est fait au fur et à mesure des choses. Pour moi, c'était évident au départ, en fait. Et du coup, qu'est-ce que c'est, tu viens de commencer à y répondre un peu, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte de faire une histoire à partir de la pratique ? Oui, c'est un vaste programme, c'est-à-dire que ça fait aussi des liens avec ma pratique d'enseignant en école d'art et de design, dans le sens où il me semble important que dans l'espace de la recherche en sciences humaines, la parole des concepteurs et des dessinateurs soit plus présente, et notamment ce qu'on essaie de mettre en place dans les écoles d'art où depuis une dizaine d'années on va demander un mémoire au niveau master, où il va y avoir où il y a eu un travail quand même d'explicitation du projet par l'écriture. La pratique de l'écriture est quand même aussi importante. Moi-même, je l'ai vécu en tant qu'étudiant en architecture, c'est-à-dire être capable d'énoncer un projet, de mettre des mots sur un projet, à la fois dans l'analyse du contexte et dans l'énoncé d'un parti pris, d'une réponse spatiale ou formelle. La pratique de l'écriture permet une grande clarification. Et donc, dans un second temps, il est important que la parole du concepteur ne soit pas noyée ou subordonnée à la parole de l'historien de l'art ou du sociologue, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair dans les écoles d'architecture. Les écoles d'architecture ont mis en place des troisièmes cycles et ont il y a une beaucoup plus longue tradition de l'architecte historien dans les écoles d'architecture dont je suis issu, et donc dont j'ai bénéficié en fait de cette évidence, et ça m'a permis naturellement de prendre la parole et de pas douter de ma parole et de la spécificité de mon savoir dans la description de l'espace. Et donc voilà, ça se met en place, ça se met en place par ailleurs. Bon, voilà, je pense que c'est aussi générationnel, les choses prennent du temps, et je pense qu'il y a quand même eu une évolution de la démarche dans les écoles d'art et de design qui va éclore et qui va permettre aussi beaucoup aujourd'hui de jeunes historiens de l'art ont eu aussi d'abord un parcours en histoire de l'art. Il y a de plus en plus de passerelles entre les gens qui viennent du faire et l'université. Il y a eu une fluidification en fait de ces rapports. Donc je pense que voilà, on va avoir de plus en plus, voire éclore, des gens qui prennent la parole depuis les deux points de vue. Et ça me semble très important. Pour décrire ces phénomènes. Et moi aussi, je m'inscris, en parlant du graffiti, plus largement aussi, j'essaie de m'inscrire dans un champ naissant qui est l'histoire du design graphique et aussi l'autonomisation et la naissance d'un champ qui serait l'histoire du graphisme. Et donc le fait aussi de m'être longuement plongé dans l'histoire de la typographie, l'histoire de l'imprimerie, l'histoire du design graphique au XXe siècle. Je pense à des auteurs comme Steven Heller, Rick Poynor dans le monde anglo-saxon qui ont été très importants, ou Catherine de Smet en France. Voilà, je m'inscris aussi dans cette continuité-là, et à partir de ce que je raconte sur l'évolution de la communication dans l'espace urbain, j'ai
j'essaie d'inscrire aussi mon travail dans on va dire, ce champ naissant de la recherche en design graphique. Quand tu parles du fait que ces deux positions de parole, à la fois de la pratique et de la théorie, qui te paraissent important, comment tu définirais ça? Est-ce que c'est une position hybride? Est-ce que c'est une position en marge? Est-ce que c'est une position en parallèle? Non, je pense que c'est une position hybride. C'est un double regard, c'est-à-dire que des fois, ce qu'on peut faire comme critique au monde universitaire dans la description des formes, qu'elles soient architecturales, graphiques, picturales, des fois, il y a une projection ou une surprojection de certains fantasmes théoriques dans la forme. Et quand vous avez vécu la forme, on va se rendre peut-être des fois plus vite compte de certaines impasses. Et donc, je pense que c'est plutôt dans l'hybridation et d'avoir les deux choses. Et ça permet, en ayant vécu la forme, ça va peut-être permettre d'invalider certaines hypothèses de travail plus rapidement ou des croisements plus pertinents. Et en même temps, quand on a vécu la forme, on a une grille d'analyse assez différente. Donc, c'est hybridation et complémentarité, quoi. Mais cette hybridation, en fait, concrètement, elle se met en place comment? C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure du fait que les conditions de réalisation de tes livres ont été rendues possibles par des formes d'autofinancement de tout ça, alors que dans le milieu universitaire, normalement, tu es supporté dans ta recherche. Donc, comment faire pour trouver un équilibre aujourd'hui? C'est-à-dire, comment permettre aussi à des personnes qui, justement, viennent de la pratique, de pouvoir bénéficier de conditions de travail que possède déjà le milieu universitaire. En tout cas, est-ce que selon toi, c'est des choses dont il faut discuter ou qu'il faudrait… Ah oui, il faut l'ouvrir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est avant tout une question de trajectoire personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous portez comme projet, quelle est votre obsession profonde. Moi, je crois beaucoup en l'obsession, mais c'est une trajectoire individuelle et comment on peut porter une question sur le long terme, quel que soit le cadre, qu'il y en ait un ou pas. Donc, moi-même étant issu du milieu du graffiti, à un moment donné, il n'y a pas de moyen pour produire. On ne se pose pas la question, on y va quand même, on produit, c'est la culture du fanzine, etc., etc. Donc effectivement, il faut un dialogue, il faudrait un soutien plus fort, des croisements plus forts, il faudrait un soutien du ministère de la Culture sur un réel financement d'un 3e cycle en école d'art et de design. Tout ça est en gestation, ça avance, on va vers un mieux. Mais au-delà de des difficultés financières, des situations institutionnelles, académiques, etc., etc., moi je crois vachement en la capacité d'un individu à aller au bout d'une question. Et c'est une question de passion, d'engagement. Et c'est vrai que des fois, c'est le problème, c'est-à-dire que cet engagement, la qualité de cet engagement, elle arrange bien les autorités culturelles ou les financeurs culturels ou académiques, parce que même si on est sous-doté, on va quand même produire une recherche de qualité. Mais ce qui est important au bout, c'est quand même publier, c'est porter une parole, c'est essayer d'analyser une pratique et de la replacer dans le temps long. Donc moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit soutenue ou non, c'est quand même arriver à publier et dire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de ta pratique d'enseignant aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, pour ces jeunes de 20 ans, avec cette conscience très forte du fait qu'ils ne vont pas être soutenus, c'est l'obsession elle-même qui n'a plus cours, qui n'a plus lieu, il n'y a plus de désir, la peur a pris le dessus, et ce désir profond qui porte la recherche, la pratique, la création de formes, n'arrive même plus à s'exprimer. Oui, c'est vrai, je le ressens aussi en tant qu'enseignant. Il y a une espèce d'angoisse
assez omniprésente, très, très lourde, qui effectivement invalide le désir même de faire projet ou de faire recherche. Moi, j'ai toujours hésité entre recherche et projet. Je suis toujours dans une espèce d'entre-deux, mais c'est vrai que je suis toujours moi-même, ma génération du milieu des années 70, même si on est on est déjà dans une période de crise de la société industrielle mondiale, etc., on est sur une relative on va dire un aveuglement assez important, même si on connaît la situation systémique, écologique, problématique depuis très longtemps et qu'il y a un balbutiement écologique et qu'on sait depuis les années 60 la fuite en avant dans laquelle nous sommes, etc. Il y avait un relatif aveuglement et du coup qui n'a pas invalidé un désir de faire projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, cette angoisse, elle est présente, mais je pense qu'il faut avancer. C'est-à-dire que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'il faut quand même y aller. Il faut quand même, malgré la catastrophe annoncée, décrire son temps. Je crois vachement voir que ce qui se passe même à proximité dans sa réalité quotidienne, il y a des choses d'intérêt à décrire. Il faut rester un peu sismographe de son quotidien ou se déplacer comme j'ai pu le faire dans une autre société pour avoir plus de distance et une meilleure analyse. J'ai pas de recette en fait pour comment dire à des gens aujourd'hui qui ont 20 ans et qui sont dans un désir d'un parcours universitaire au sein d'une école d'art ou en dehors de tout cadre institutionnel porter quelque chose. J'ai pas de recette pour dépasser cette angoisse, à part de leur dire d'y aller quand même. Mais du coup, d'y aller quand même, toi qui es allé, je pense à Sao Paulo notamment, et dans ton travail avec les pichadores, est-ce que le fait que tu les observes de manière théorique crée un changement de position chez eux? Est-ce que cela donne une conscience? Est-ce que cela donne un autre désir? Moi, quand je fais le documentaire à Sao Paulo, j'y vais en 2004, c'est un moment de relatif essoufflement de ce phénomène. C'est-à-dire que ce phénomène va avoir un premier moment de paroxysme à la fin des années 90, avec un recouvrement de la métropole très important. Moi-même, quand je fais mon documentaire, je sens, même si les productions sont encore vivaces, je sens quand même un relatif creux. À l'époque où moi je visite Sao Paulo, la technique la plus respectée, la plus élitiste, c'est une peinture qui est faite depuis les toits en basculement du corps sur le sommet des façades. Et on voit que beaucoup d'inscriptions datent déjà de quelques années, que des productions fraîches sont peu présentes. Donc je fais ce travail documentaire. Bon, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression dans un relatif moment creux du phénomène. Je publie mon travail. Mon travail met énormément de temps à se diffuser, à être reconnu. Donc il n'y a pas eu un changement de statut ressenti à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que cette conscientisation, elle vient beaucoup plus tard à partir des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la société brésilienne a aussi un temps d'avance sur nous dans la question des réseaux sociaux. Il y avait au Brésil donc une plateforme qui s'appelait Fotolog. Je crois qu'elle est disparue aujourd'hui. Et Fotolog va être réutilisée très tôt par les jeunes Brésiliens. Elle est très populaire. Et donc il y a une première reconnaissance internationale où le monde du graffiti européen, américain ou australien va se connecter à Fotolog pour voir ce qui se passe dedans. Parce que même si je publie un livre, le livre a une diffusion respectable mais limitée. Et donc ce qui fait un début de reconnaissance du phénomène de Sao Paulo à l'échelle mondiale, ça se fait via Fotolog. Et après, boum, il y a l'étage Facebook. Et après, il y a l'étage Instagram.
Et là, il y a des invitations, des premiers pichadores dans des jams, des événements graffiti en Europe, etc., etc. Il y a une reconnaissance institutionnelle avec l'exposition à la Fondation Cartier, je ne me rappelle plus quelle année exactement, à Paris. Et voilà, et donc ça... Il y a une espèce d'effet boule de neige, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi hier pendant la conférence, c'est-à-dire que New York ne devient plus le seul référent dans la forme des lettres. C'est-à-dire que certains praticiens européens commencent à prendre Sao Paulo comme le nouveau référent esthétique des pratiques d'écriture urbaine et de l'écriture du nom dans l'espace public. Et donc c'est plus tard, pour moi je dirais, ça se fait entre 2010 et 2015, ou quelque chose comme ça. Moi, je vois mes premières photos de Sao Paulo, je crois, 97-98, c'est-à-dire qu'on reçoit dans le monde des fanzines du graffiti, donc les gens qui sont l'équipe derrière Explicit Graphics à Paris, reçoivent une enveloppe avec des photos de Sao Paulo, proprement hallucinante pour les gens de ce milieu-là à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a jamais rien vu de tel. Et moi, je vois ces photos à cette époque-là. Et tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument qu'on aille voir, etc., etc. Et donc voilà, moi j'attends 6 ans avant d'être en capacité financière d'aller là-bas. J'y vais parce que j'ai eu la chance d'avoir un poste d'enseignant, et même avec un maigre salaire d'enseignant en école d'art, début de carrière, j'économise un petit peu pour me payer ce voyage à Sao Paulo. Mais donc il y a eu donc une reconnaissance internationale, je pense vachement plus via les réseaux digitaux. Et il y a une nouvelle explosion qui se fait donc à Sao Paulo à partir de cette reconnaissance. C'est-à-dire que les pichadores se disent « ouais, on est reconnu maintenant internationalement pour l'originalité de notre pratique ». Et il y a une grande fierté locale de ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont une scène quand même très structurée, très hermétique, avec leurs stars locales. C'est quelque chose il y avait un monde, voilà, il y avait une scène très forte, préexistante. Mais donc il y a eu une prise de conscience de cette reconnaissance de leur originalité et il y a une très grande fierté que ce mouvement issu des favelas paolistes, que le monde entier reconnaisse la qualité de leur rapport à l'histoire des signes généralement. Et donc il y a eu voilà, une nouvelle vague, je pense, qui a commencé en 2010 ou peut-être un petit peu plus tard, 2012-2013. Il y a eu à nouveau une deuxième ou troisième vague, un moment vraiment paroxysme d'invasion, où l'ensemble des supports disponibles était saturé, et il y a eu donc la mise en place d'un ce qu'ils appellent le rappel urbano, c'est-à-dire le travail de descendre avec du matériel d'escalade le long des façades aveugles des grandes tours de Sao Paulo. Et donc il y a eu voilà, une accélération, un nouveau point culminant dans le degré d'invasion de la ville. Donc il y avait un travail, je dirais, de surface sur les 2-3 premiers étages avec de l'escalade urbaine de façade. Des fois c'était l'ensemble de la façade, un travail depuis le sommet des toits. Mais là voilà, ce passage à l'escalade, de l'escalade urbaine à main nue de la façade à un travail en rappel a encore augmenter les possibles. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Sao Paulo, il y a eu aussi une évolution des pratiques de contrôle des signes de l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi municipale, enfin à l'échelle de la métropole de Sao Paulo, qui interdit la publicité dans le centre-ville. Et donc la seule écriture qui reste, c'est la pichação. Et donc c'est encore plus impressionnant que quand en 2004, moi je fais mon propre documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis au quotidien via Instagram ce qui se passe là-bas, hein, et maintenant je suis, comme beaucoup, l'immersion, elle m'est aussi
possible et même accéléré via Instagram. Hein. Je suis abonné à des comptes d'adolescents de 12 ou 13 ans qui sont au milieu des favelas de Sao Paulo et je peux voir des choses que je n'aurais jamais pu voir avant. Tu peux citer quelques comptes pour de gens. Je les ai pas en tête là. Désolé, mais non, il y a des grands. Il y en a un qui est très bien, qui est pas porté par des jeunes adolescents, mais par des gens plus anciens qui documentent le phénomène. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Arnarco Letters. Et qui est sur Instagram, qui est vraiment qui fait l'historique du phénomène et qui est vraiment très très bien, qui mélange photos d'actualité et il y a tout un travail d'archives où ils vont chez les gens prendre des vieilles feuilles de dessin, où ils retrouvent des tirages, des petits tirages argentiques d'époque, etc., etc. Donc il y a un mélange. Et donc aujourd'hui, voilà, on est sur une espèce de point culminant esthétique dans ce rapport échelle urbaine, parce qu'une ville de 25 millions d'habitants, Sao Paulo, extrêmement verticale, avec une densité urbaine et aussi une verticalité, et un recouvrement maintenant sur vertical qui va du sommet jusqu'au bas, jusqu'à l'espace de la rue. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un recouvrement de l'architecture aussi important qu'à cet endroit-là qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc c'est quelque chose qui a... l'explosion, elle est de cette pratique du rappel urbano. Il y a une très bonne vidéo sur Vimeo, vous tapez rappel urbano sur Vimeo, il y a ça direct. Je dirais de 2015, 2016, 2017, c'est de 2017 à 2020, il y a eu une formidable explosion. Et donc pour moi, c'est un moment esthétique extrêmement important. Et ça a été vraiment un choc esthétique pour moi. Ça a été c'est très impressionnant à vivre, à voir, et je suis très heureux d'avoir pu vivre ça et de l'avoir vu en vrai. Hein. C'est le même rapport entre une photo et expérimenter, avoir une expérience picturale face à une œuvre réelle, et c'est très impressionnant à voir. Donc, sachant que tout ceci reste illégal. Oui, éminemment illégal, et il y a une répression très dure à Sao Paulo, qui est dans une société de caste sociale très dure. On n'est pas du tout dans une société européenne basée sur des classes moyennes. On est dans un rapport social beaucoup plus violent. Et pour revenir en tout cas à tes conditions d'arrivée à Sao Paulo, pour documenter, pour commencer ton travail, est-ce que comment ça s'est fait concrètement? C'est-à-dire, tu arrives sur place, tu as des connexions avec des pichadores, ou simplement tu marches dans la rue avec un appareil photo et tu essayes de comprendre, de documenter ça et de regarder? Il y a un travail en amont. Il y a un travail en amont qui se fait en fait à partir des contacts justement via les fanzines graffiti des années 90-2000. Donc il y a la connexion en fait. À Sao Paulo coexistent différents types de graffiti. Et il y a aussi, comme dans toute métropole d'importance mondiale, il y a une pratique du graffiti de type New York à Sao Paulo, basée sur la signature comme boucle continue, des throw-up, etc., etc. Donc les contacts sont plutôt avec cette scène-là, qui ont eux-mêmes connaissance des fanzines européens et new-yorkais, ou états-uniens, pardon, qu'ils collectionnent. Donc il y a ce qui est très impressionnant, ce qui a été aussi impressionnant de voir pour nous Européens, c'est-à-dire que des fanzines très obscurs produits en 94 à Paris ou Amsterdam, il y avait des photocopies, des scans, des trucs, et moi-même quand j'ai visité Sao Paulo et rencontré des pichadores, ils avaient certains fanzines du milieu des années 90 européens, donc ça c'était très impressionnant. Donc le lien se fait plutôt par des gens à Sao Paulo qui ont une pratique, on va dire, non localisée du graffiti, mais ils sont conscients de l'importance de la scène des pichadores. Donc je pense à des gens comme les Os Gemeos, qui connaissent l'Ishomania, un des grands pichadors de Sao Paulo. Et donc au départ, la connexion, elle se fait plutôt de ce monde-là, d'un graffiti internationalisé de type New York qui a lieu à Sao Paulo et qui a des contacts et qui monte de toute façon des hybridations entre ce qu'on appelle le grappicho, c'est-à-dire la pichação, mais
mais avec des contours et une dimension aussi chromatique, polychromatique, etc., avec de la couleur. Et donc voilà, il y a une connexion, il y a des porosités entre les deux milieux. Mais après, très vite, je vois les limites de l'exercice. Et en fait, donc on était deux, hein, j'étais accompagné d'un ami avec moi, et moi j'étais le porteur de projet, le photographe, etc. Et donc j'avais une vieille connaissance qui m'accompagnait dans ce travail d'immersion. Et en fait, petit à petit, on a lâché le milieu local de ce graffiti de type international, je dirais. Et voilà, on prenait un billet de bus, on allait jusqu'au terminus, au fin fond des favelas, et on a rencontré des gens en direct. Souvent, il y a un système aussi de contrôle d'entrée de ces quartiers par les habitants eux-mêmes. Donc, il faut savoir que Sao Paulo est une ville où il n'y a aucun touriste, ni européen, ni américain. C'est-à-dire que le tourisme au Brésil, c'est Rio. Tout le monde vient acheter la carte postale. Peut-être les plus courageux vont voir Brasilia, la capitale pour l'architecture, mais bon voilà, le tourisme se fait sur la côte atlantique. Et donc Sao Paulo, il n'y a pas un seul visiteur étranger qui vient à Sao Paulo, qui est le poumon économique du pays, qui est une grosse capitale industrielle, qui est un lieu de melting pot assez hallucinant. Et donc quand on débarque en tant qu'Européen au milieu des favelas, on fait tâche, on est repéré immédiatement, etc. Et donc, très vite, on s'est retrouvé à arriver, à expliquer notre démarche avec 2-3 photos et dire non, on vient prendre en photo des pichassans. Et donc, souvent, des situations extrêmement drôle en disant vous êtes sûr, mais non, vous êtes des policiers, c'est pas possible, etc. Et donc il y a les gangs du quartier qui contrôlent ce territoire, qui viennent vérifier vos papiers en disant mais non, regardez, bien français. Et puis quand on leur montre les photos, et ils comprennent qu'on vient vraiment documenter leur pratique. Et alors là, c'est en général, c'est la visite guidée du quartier, c'est rentrer dans les moindres recoins des favelas. Donc il y avait un double travail comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois d'enregistrement de ce qu'on pouvait voir en centre-ville, que tout le monde peut voir, donc avec un travail de d'ambulation urbaine, de repérer les gros lieux de connexion ferroviaires, les stations de métro, l'autoroute, etc. Donc repérer un peu les grands hubs comme ça urbains où il y a le plus de passages et donc qui sont les plus attaqués par les pichadores, et un travail aussi d'immersion et de rencontre comme ça en direct. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que d'obscures productions de fanzines sont présentes dans la chambre d'adolescents au milieu des favelas au Brésil, au début des années 2000. Et même les premières vidéos autoproduites par le monde du graffiti vont se retrouver de copie VHS en copie VHS. J'ai retrouvé ça au fin fond de chambrées d'adolescents au milieu des favelas. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant, c'est très touchant. Et il y a une formidable ouverture, c'est-à-dire que les gens sont très touchés que vous veniez enregistrer et faire reconnaître leur travail. Alors il y a aussi beaucoup d'appréhension. Il y a des gens de la scène locale qui aussi empêchent le travail. On a eu pas mal de soucis d'en ramener notre matériel photographique, photographie argentique à l'époque. Donc Sao Paulo, c'est un travail uniquement avec un réflexe argentique en 24-36. Et donc il y a eu des moments compliqués où certaines de nos pellicules ont été détériorées volontairement, où il y a eu donc il y a eu des soucis de rapatrier le matériel photographique. Et à quoi ça tenait? C'était le culte du secret propre au milieu? Non, c'était plutôt justement des gens avec qui on était en contact au départ, qui ont compris l'ampleur de la démarche qu'on essayait de faire et qui se sont dit non, mais c'est pas les pichadores, c'est plutôt une scène intermédiaire de gens conscients
de l'importance, donc plutôt des gens de cette scène du graffiti international qui voulaient eux-mêmes potentiellement publier des choses et qui ont essayé de freiner la chose. La bonne vieille jalousie, quoi. Mais au contraire, il n'y avait pas du tout ce problème-là dans la rencontre des pratiquants eux-mêmes. Et donc très vite, en fait, on a quitté nos hôtes. Et on s'est payé un hôtel et après on a été en immersion totale en lâchant les contacts initiaux. Et au début, on va dire, on a touché la question de la globalisation. C'est une forme d'écriture spécifique à Sao Paulo, mais est-ce qu'elle a, comme le graffiti new-yorkais, c'est, on va dire, diffusé à l'échelle planétaire? Est-ce qu'aussi cette forme de Pichação s'est diffusée à l'échelle du Brésil ou au-delà même des frontières du Brésil grâce au rayonnement que à la fois tes livres mais aussi les réseaux sociaux ont offert à cette forme d'écriture? Alors la scène brésilienne, elle est intéressante parce qu'il y a déjà différentes scènes. C'est-à-dire que il y a un phénomène à Rio de Janeiro qui développe une autre esthétique de l'écriture, qui est plus basée sur la bombe et une cursivité, avec aussi donc il y a différentes scènes brésiliennes déjà. Moi, celle qui m'intéressait le plus, clairement, en termes d'ampleur, c'était la scène Pichação. Et à l'intérieur de la scène Pichação, il y a déjà aussi des ramifications, des écoles esthétiques différentes. C'est une scène extrêmement riche. Donc il y a déjà il y a une densité. Le problème dans, on va dire, l'exportation du modèle Sao Paulo vers d'autres métropoles et l'engagement physique que cela demande. Dans le sens où il y a un rapport, une dangerosité, notamment une escalade urbaine à main nue. C'est une pratique où il y a de nombreux morts. Nombreux adolescents d'une quinzaine d'années sont tombés après avoir escaladé à main nue des 10, 15, 20 étages. Donc ça, c'est difficilement transposable dans le rapport qu'on a à la mort dans le monde occidental plus riche, dans l'ensemble des métropoles européennes ou d'Amérique du Nord. Donc il y a quand même un premier niveau comme ça. Et donc Sao Paulo est parfois copié au niveau simplement esthétique, graphique de la lettre, mais assez peu au niveau dans son rapport d'invasion à l'espace architectural. Il y a quand même des gens qui se sont mis au même niveau d'engagement physique que Sao Paulo, donc notamment le groupe des Berlin Kids à Berlin, qui ont été les premiers à traduire cette esthétique et ce rapport à l'espace dans l'espace européen. Et donc certains membres des Berlin Kids, eux-mêmes en fait, familialement, certains allaient aussi en voyage au Brésil, adolescents, et donc il y a eu aussi des gens qui ont eu une découverte directe de manière totalement fortuite via des voyages familiaux, etc., etc. Donc il y a des gens qui ont découvert, des gens de Berlin Kids qui ont découvert la Pichação via des visites directes sur place, même si c'était pas au départ en tant que jeune adolescent le but de leur visite. Et donc aujourd'hui, à part les Berlin Kids et des gens comme Paradox ou toute cette équipe-là, que Sao Paulo devienne, atteigne le même niveau d'influence que New York en tant qu'épicentre de la globalisation, ça va demander du temps et je pense que ça se fera jamais parce que c'est quand même c'est pas le même rapport au corps, c'est pas le même rapport à l'espace, c'est pas le même rapport à la mort et au risque. Et donc mais les Berlin Kids à Berlin sont vraiment l'exception qui confirme la règle. Je pense qu'il y a d'autres tentatives, même récemment. J'ai vu des gens dans certaines métropoles régionales françaises, même
en quittant l'école où j'enseigne, en retournant à la gare de Toulouse, sur les allées menant à la gare, j'ai vu des premières pratiques en rappel qui se font ici et là. Donc ça commence quand même à frémir. Mais voilà, le degré d'engagement physique est tel que quand même ça en refroidit plus d'un et d'une. Et du coup, le succès, pour revenir à New York, du coup, dont on a relativement peu parlé, ouais. Est-ce que le succès, on va dire, du graffiti new-yorkais tient aussi au fait à la capacité qu'il a eue de définir un rapport du corps humain à l'espace urbain métropolitain du XXe et XXIe siècle? Est-ce que c'est ça aussi, ou est-ce que c'est aussi, on va dire, une hégémonie culturelle? C'est vraiment, c'est pris dans les bagages du soft power américain et d'une culture musicale, cinématographique et télévisuelle. C'est-à-dire, c'est toute l'iconographie de la série policière, soit tournée à Los Angeles en studio avec quelques plans extérieurs, ou dans une reconstitution new-yorkaise, ou certaines rares séries new-yorkaises où on peut voir des graffitis, c'est certains films, et donc dans cette première vague de mondialisation qui se fait avant tout vers l'Europe, tous les jeunes qui se mettent à participer à ce mouvement vont traquer pendant des heures sur des cassettes VHS en pause sur image, repérer une scène de métro, de poursuite de tel gangster dans le métro, etc., etc. Donc avant la diffusion de films comme Style Wars ou Spray Canard, etc., etc., il y a tout un travail qui se fait via la culture populaire de masse et toute cette fascination de la série télévisuelle et du cinéma dans le rapport à l'urbain, le film de gangster, etc. Tout cet imaginaire mondial du cinéma et de la télé américaine. Donc ça se fait surtout par ça. Et après, dans un second temps, il va y avoir des gens qui font ce lien directement, des bouquins spécialisés, mais voilà, ça se fait à travers la musique, à travers le cinéma. Donc, contrairement à Sao Paulo, le degré d'engagement du corps à New York, il est moindre. C'est-à-dire que le plus grand niveau d'engagement, il va être dans ces dépôts de train, dans la confrontation du corps à la taille d'un rectangle d'acier d'une dizaine de mètres de long, de 15 ou 20 mètres de long par 2,50 mètres à 3 mètres de haut. Il est beaucoup plus abordable. Et surtout, il est beaucoup plus traduisible dans une culture ferroviaire et architecturale locale dans toutes les métropoles européennes qui prennent cette première vague au début, milieu des années 80, cette première vague de graffiti type new-yorkais qui va déferler. Et donc la traduction, c'est-à-dire que les espaces urbains sont plus proches, sont plus comparables. Il n'y a pas l'échelle de la mégalopole. New York est une ville finalement très européenne, hein, même s'il y a une verticalité qu'on ne connaît pas, mais Manhattan en tant qu'espace est quand même... Il y a un rapport à l'espace public, il y a un rapport à marcher, à prendre le train, etc., qui est très européen. On n'est pas dans la culture de la voiture comme à Los Angeles, par exemple, où marcher dans l'espace public est quelque chose de très minoritaire. Donc oui, il y a une, comment on pourrait dire, il y a une traduisibilité possible de l'espace urbain new-yorkais à l'espace européen, parce que c'est à peu près les mêmes objets, à part le building des buildings de Manhattan, les autres objets sont comparables. Et la prise de risque corporelle n'est pas si grande que ça. Et pour moi, une dernière question, c'est-à-dire, c'est vrai que on voit apparaître, on va dire, du graffiti new-yorkais en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe, au Japon, dans les années 80-90, justement, grâce à cette capacité qu'ont les États-Unis, on va dire, de coloniser, on va dire, culturellement aussi le monde occidental. Mais il y a des pays et des régions du monde comme la Chine, ou même tous les pays, on va dire, du Moyen-Orient ou du monde arabe, qui
qui ne sont pas touchés par cette première vague, mais qui sont touchés ensuite, on va dire, à partir des années 2000, voire 2010, et où là, on va dire, il n'y a pas la même, c'est-à-dire l'écriture, la culture de l'écriture n'est pas la même du monde occidental. Et est-ce que voilà, il y a ce même rapport de domination et se met en place, ou est-ce qu'il y a des formes différentes? Est-ce que c'est des questions aussi sur lesquelles tu envisages de travailler, ou sur lesquelles il y a des études qui sont en train de se faire, qui méritent attention? Moi, j'ai commencé à essayer de travailler sur la Chine. Et en Chine, effectivement, il y a tout un travail entre mimétisme et mise à distance, ou du moins trouver la bonne distance, qui se pose, qui est très, très intéressant. Donc, j'ai commencé à explorer et à documenter ces pratiques de traduction de la calligraphie chinoise dans une traduction vers, comme j'ai dit, la pratique filaire liée au bic, et après avec la bombe de peinture. Donc il y a tout un travail de traduction de la calligraphie latine fait par certains, d'arriver à reproduire dans ce dessin one line d'une ligne et d'une boucle continue des kanji chinois. Donc ça, c'est quelque chose de très important, qui est effectivement récent, hein, qui est plutôt 2010, même s'il y a des précédents, c'est-à-dire que les premiers writers chinois se posent la question: est-ce qu'on écrit en chinois? Est-ce qu'on prend des pseudos issus de la langue anglaise? Comment on fonctionne? Et au départ, il y a un mimétisme, c'est-à-dire qu'il y a une volonté des jeunes Chinois de s'affranchir d'une culture locale, d'aller vers une liberté, vers une fascination du monde occidental. Donc la plupart des choses sont d'abord faites avec des lettres latines. Et après, il y a une conscientisation de la chose assez rapide. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui pratiquent un graffiti de type new-yorkais, mais à base des kanji. Donc il n'y a pas de révolution esthétique dans le choix du rapport à l'architecture, au placement, comme il peut y avoir à Sao Paulo. Donc on fait des tags à la bombe plutôt comme une boucle continue. On a des lettres bubble, des lettres bulles, des lettres rondes, des lettres définies par leur contour. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'on vient avec cette très longue histoire de l'écriture chinoise, ça crée cette rencontre de ces deux esthétiques est quand même assez prometteuse à mon sens, et j'ai commencé à la documenter. Là où moi j'ai une grande frustration, c'est sur le Japon, où là aussi il y a une richesse calligraphique, et une richesse de ce rapport architecture et calligraphie qui est phénoménal au Japon, et qui est une société peut-être qui ont développé un sens esthétique le plus poussé. Le Japon, malheureusement, a été dans un mimétisme stérile, dans 99% des cas, dans ce rapport aux États-Unis. Au Japon, vous pouvez trouver des jeunes Japonais qui s'habillent comme des gangsters mexicains à Los Angeles, avec les chemises à carreaux. Vous avez des b-boys new-yorkais à l'appel. Et donc, New York a été très important pour eux, hein. Ça fait partie d'une fascination japonaise pour les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, une société très, très, très bizarre dans ce rejet, fascination de la société américaine. Et donc la scène japonaise est très pauvre, à part quelques exceptions. Je pense à des gens, Usugro, voilà un petit peu, quelques, mais c'est tellement infime que c'est vraiment... ça peut pas faire sens, ça fait pas assez. Donc Tokyo est devenu plutôt une espèce de lieu de tourisme graffiti où des Occidentaux en mal de terrain de jeu viennent expérimenter Tokyo, etc., etc. Et tout se fait dans un mimétisme assez regrettable. Donc c'est pour ça que j'essaie de documenter ces pratiques émergentes chinoises, parce que bizarrement là,
se passe quelque chose. Alors après, on ne sait pas qui exactement porte ces pratiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens de culture occidentale ou de parents binationaux ou ayant un de leurs parents asiatiques et un de leurs parents du monde occidental. Donc des gens qui soit sont des expatriés, mais des expatriés avec une très forte connaissance, avec une fascination eux-mêmes de la calligraphie chinoise et qui connaissent suffisamment bien l'histoire de la calligraphie chinoise et qui la pratiquent suffisamment pour la traduire après dans l'espace du dogme esthétique new-yorkais. Et donc, j'arrive pas à bien identifier si c'est un phénomène d'expérimentation formelle, consciente, de la part de gens qui viennent de la culture de l'alphabet latin et qui s'emparent de ça, ou si c'est porté principalement et massivement par des gens, des Chinois et qui défendent leur culture de l'écriture. Donc pour moi, c'est encore assez flou et c'est une piste que j'emploie, et que je vais essayer à m'employer à mieux documenter. Et voilà. Et après, il y a des grandes figures. Je pense à Zatto, à Pékin, mais aussi à d'autres. Il y a pas mal de gens aussi à Canton. Je serais incapable. J'oublie les noms là, mais il y a une réelle scène. Et effectivement, c'est un truc à garder dans le viseur, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'on a très envie de voir la suite de tes aventures, de lire la suite de tes aventures. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir passer la journée à t'interroger. Mais peut-être une dernière question pour conclure, une question un peu rituelle, puisqu'on t'invite dans le cadre des rencontres urbaines de Nancy. Tu as déjà eu un peu l'occasion d'en parler, mais c'est quoi l'urbain pour toi ? L'urbain, maintenant, c'est une notion géographique, c'est-à-dire que depuis qu'on est sorti des murs d'enceinte de la ville européenne et depuis que les murs dans lesquels étaient enserrées la plupart des villes européennes, et que la zone, la banlieue, c'est-à-dire ce qui est en dehors de l'enceinte, qui clôt la ville et qui définissait la ville. Avant, c'était facile de définir une ville. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que la ville, elle est presque à l'échelle nationale. On va faire du commuting à l'échelle d'un pays. Moi, j'habite dans le sud-ouest de la France, donc le TGV est le nouveau RER. Donc l'urbain maintenant, il est général. On peut plus, la campagne s'urbanise. En France, on a une culture pavillonnaire aussi très très forte, qui ressemble beaucoup à la culture pavillonnaire des banlieues plates et infinies de la Californie, par exemple, ou de l'ensemble des États-Unis. Donc l'urbain, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que l'URBS, c'est maintenant une notion géographique, c'est aussi des conurbations tellement immenses comme Sao Paulo au Mexico ou Tokyo où il y a 25-30 millions d'habitants, où moi je suis aussi très curieux de qu'est-ce que peut produire une ville comme Lagos au Nigeria. Ça, c'est par exemple documenter l'Afrique, je ne l'ai pas du tout fait. J'ai quelques enquêteurs, j'ai quelques observateurs avisés qui me font remonter des infos, des photos, des trucs comme ça. Mais par exemple, j'ai rien sur des villes comme Lagos, qui à mon avis sont des lieux de production graphique, avec une production aussi de signalétique, commerciale, vernaculaire, très importante, comme au Mexique ou en Inde. Donc il y a quand même encore des terrains à explorer. Il me semble que effectivement, l'Afrique, l'Inde, le Moyen-Orient sont à surveiller de près. Et donc l'urbain maintenant, c'est une notion géographique, c'est des territoires d'influence tellement vastes. C'est ça qui est une difficulté aussi, c'est une difficulté méthodologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en architecture, on ne sait plus définir la ville, on ne sait plus définir où est la limite, où s'arrête et où commence la ville. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé aussi, par mes différentes conférences, de dire que l'identité de la ville, elle se fait par l'identité de l'écriture, et que c'est la forme de l'écriture qui donne l'identité à la ville, et qu'on peut définir l'esthétique d'une métropole, comme Los Angeles, à partir de l'esthétique de la lettre. Et c'est ce qui s'est passé pour Los Angeles, où une écriture
communautaire, pour ne pas dire communautariste, a été récupérée par d'autres groupes sociaux. Et cette écriture de clubs chicanos, des quartiers, des favorisés de la première périphérie de Los Angeles, va être récupérée par des musiciens, etc. Et l'écriture de Cholo devient la représentation de la ville de Los Angeles pour tous, quelle que soit son origine ethnique ou sociale. Et donc, cette image de la lettre va permettre de redéfinir presque si on appartient ou non à une ville, à un contexte urbain. Voilà, donc ça peut donner une spécificité. Donc, mais définir l'urbain aujourd'hui, voilà, je ne m'y risquerai pas.